Bonsoir à toutes et à tous. Alors que nous célébrons cette année les 20 ans de la loi handicap, j'aimerais ce soir vous faire part de plusieurs situations de plusieurs jeunes Vitréens. Et d'ailleurs, je remercie au passage les familles qui ont pris le temps de m'expliquer leur situation. Pour garantir l'anonymat de ces situations, j'utilise bien évidemment des prénoms d'emprunt. Je vais vous raconter l'histoire d'Adrien, un jeune Vitréen scolarisé à Vitry. Au début de sa scolarité à l'école, tout se passait relativement bien. Un élève heureux d'être à l'école, avec ses copains, ses camarades de classe. Un élève qui aime jouer, interagir, apprendre. Sa maman, qui en a la garde, œuvre alors au quotidien pour le bien-être de son enfant. Puis une année, Adrien s'est mis à avoir progressivement des troubles de l'attention. Il avait du mal à se concentrer longtemps sur une tâche. Sa maman trouvait également qu'il avait de plus en plus peur des adultes, en s'isolant ou en leur répondant de manière non adaptée. Puis au fil de l'année, Adrien s'est mis à répondre de manière impulsive à certains adultes. Sa maman, à la sortie de l'école ou des temps périscolaires, est avertie de son comportement. Mais voilà, sa maman est inquiète, mais aussi démunie. Elle ne sait plus quoi faire. Elle en échange avec le personnel de l'école, mais elle ne trouve pas pour autant de solution. Ses instits, ses professeurs sont en souffrance également. D'ailleurs, sa maman observe qu'il a même changé de classe pour cette raison, mais cela ne règle pas le problème. Un jour et en pleine journée, sa maman est appelée. Adrien a frappé un membre du personnel du centre de loisirs. Il y sera alors exclu pendant plusieurs semaines. Adrien serait également écarté de certaines sorties scolaires, et sa maman qui travaille et qui est seule à s'occuper de son enfant se retrouve alors sans solution de garde, parfois le jour même. Appelle à l'aide à ses amis, à ses proches, à ses voisins pour garder Adrien. Sa maman consulte son médecin généraliste qui, en première intention, n'apporte pas de réponse ni de diagnostic à ses troubles. S'enchaîne alors pour Adrien et sa maman un long et difficile parcours de soins pour trouver des réponses. Contacté, le centre médico-psycho-pédagogique a entre 1 an et 2 ans d'attente. Sa maman a fait donc des recherches sur Internet, a recherché des groupes sur Facebook pour trouver des réponses et des professionnels pouvant l'aider. Au final, après avoir consulté un pédiatre, un médecin, un neuropsychiatre, un psychomotricien, le diagnostic est posé. Adrien est atteint de troubles déficit de l'attention ou avec ou sans hyperactivité de l'enfant. Un diagnostic qui enfin permet à Adrien d'avoir un traitement et à sa maman de faire un dossier MDPH. En voilà, malgré ce handicap reconnu par la MDPH qui pourrait permettre à l'école d'avoir un ou une AESH, Adrien ne pourra pas en bénéficier par manque de recrutement. Depuis, Adrien a un diagnostic, mais à quel prix? Il est nettement moins à l'école car son temps scolaire a diminué. Il est régulièrement exclu des sorties ou des temps périscolaires, écarté de ses camarades. Et sa maman, qui essaie de maintenir sa vie professionnelle tant bien que mal, est sous antidépresseur. Je pourrais également vous parler également de Violette, élève dans une école, également atteinte de TDAH, avec comme événement déclencheur le décès de sa maman, dont le papa a dû débourser près de 1 000 € pour son diagnostic. Subit la menace des services sociaux et essuyé parfois quelques remarques d'autres adultes lui faisant comprendre de mieux éduquer son enfant. Je pourrais également vous parler de Théo qui a une histoire similaire. À chaque fois, la même histoire. Des parents démunis, parfois des familles monoparentales, qui vont peut-être devoir délaisser leur activité professionnelle en lien avec la santé de leur enfant. Des délais très longs pour voir un spécialiste, un parcours du combattant pour avoir un diagnostic, des exclusions du temps scolaire et périscolaire, un manque de moyens dans l'éducation et dans le secteur médico-social pour accompagner convenablement. Et surtout, l'impression de ne pas être compris. Ces enfants n'ont pas choisi leur handicap. Les parents n'ont pas choisi cette situation. Selon la Haute Autorité de Santé, les enfants atteints de TDAH représenteraient 5% des enfants. Des situations comme Théo, Violette, Adrien, il y en a potentiellement dans toutes les écoles et dans toutes les classes, et je dirais surtout dans les écoles publiques qui assurent leur mission de service public, à savoir accueillir tout le monde. J'ai souhaité écouter le vécu et les histoires de vie de ces familles pour une raison. En tant qu'élus, nous l'avons entendu, les professionnels qui travaillent dans nos écoles et sur les temps périscolaires en parleraient peut-être mieux que moi. Ils sont aussi en difficulté et démunis, car ces situations se démultiplient, notamment depuis la crise Covid. En plus des enfants et des parents, je pourrais également vous relayer la souffrance des professionnels qui ne savent plus comment réagir face à la violence et dans un contexte où les moyens pour l'éducation n'augmentent pas, voire diminuent, et où l'accompagnement au quotidien est encore trop insuffisant. À l'heure où l'inclusion, 20 ans après la loi handicap, 20 ans, ne devrait plus être un enjeu, force est de constater que nous avons encore de très fortes insuffisances en la matière localement et nationalement. Alors que faire? La mairie ne pourra pas, oui, pallier le manque de l'éducation nationale et du secteur médico-social, mais nous pouvons, et nous le pensons, faire mieux. Nous devons mieux comprendre les enfants atteints de TDAH pour mieux les accompagner en tant que collectivité.
en favorisant la coordination des acteurs autour de ces enjeux. Nous avons la chance, par exemple, d'avoir sur notre territoire une CPTS regroupant des professionnels de santé, libéraux et salariés, mais aussi des établissements sanitaires et médico-sociaux. La CPTS, si ce n'est pas déjà le cas, mais je n'ai pas l'information, pourrait alors coordonner et former les professionnels de santé autour de ces enjeux pour mieux accompagner et surtout mieux orienter les familles concernées pour éviter des parcours de soins chaotiques et coûteux pour les familles alors que des remboursements sont prévus. La coordination, ça pourrait être également passé par un dialogue et un échange pluridisciplinaire sur ces questions en intégrant bien sûr l'académie et le département. J'ajouterais que certaines académies sont beaucoup plus avancées sur ce sujet que d'autres, avec des guides à destination des familles et des guides à destination des professionnels. Nous pouvons aussi mieux former les professionnels de l'éducation régulièrement et tout au long de l'année. Nous pouvons aussi mieux accompagner peut-être ces enfants et c'est pour ça que c'est en écho avec une des propositions que nous avons fait d'un centre de santé municipal avec des enjeux de santé publique. Pourrait en faire partie avec un recrutement de personnel paramédicaux dédié et nous devons nous devons surtout mieux communiquer sur ces troubles, sur l'accompagnement de ces familles, mais aussi communiquer en interne sur les actions peut-être déjà réalisées par les services. Car ce qui m'a frappé avec, les familles que j'ai pu rencontrer, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de quiproquos. Ils ont surtout l'impression qu'on dévalorise leur enfant, alors que je suis sûr qu'il y a des actions engagées par les professionnels de l'éducation, donc peut-être on doit mieux communiquer avec ces familles, avoir un protocole, sur ces situations pour mieux accompagner les familles et les enfants. À l'heure où l'inclusion semble être une priorité affichée, il nous semble alors nécessaire d'apporter autant de réponses collectives en la matière localement pour faire en sorte que la devise affichée sur nos écoles, à savoir liberté, égalité, fraternité, ne soit pas un vain mot. Je vous remercie.